Aujourd'hui, on est au Mini Palais, en plein cœur de Paris, qui fait le plaisir de nous accueillir. Alors, je te laisse te présenter, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Qui tu es? Je suis journaliste. Je suis journaliste depuis toujours, en fait. J'ai fait pendant une dizaine d'années du journalisme d'investigation sur des sujets politiques, géopolitiques, à l'étranger, sur des conflits. Et puis, depuis 2001, et après 2001, je me suis intéressé plus aux frontières qui sont des frontières de la conscience, de la science. Et j'ai basculé, en fait, de mon intérêt pour les frontières géographiques vers les frontières de l'esprit. Donc je suis fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, que j'ai créé en 2007. J'ai lancé le magazine Inexploré, qui est en kiosque actuellement, et je dirige aussi la série documentaire Enquête extraordinaire sur M6. Et au-delà de ça, voilà, je m'intéresse à tout ce qui est aujourd'hui un peu autour de cet être humain plus riche qui se dessine et qui se laisse deviner à travers toutes ces expériences extraordinaires qui sont vécues par des dizaines de millions de personnes, mais on va en parler peut-être plus en détail. Qu'est-ce que tu appelles un phénomène extraordinaire? C'est tout ce qui se produit et qui n'est pas censé se produire dans notre conception de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui en Occident, matérialiste. Je pense aux expériences de mort imminente, par exemple, des personnes qui ont eu un accident, ont eu un arrêt cardiaque et se sont vus au-dessus de leur corps en train de survoler la scène. On est tous familiers de ce type de choses. Notre vision de la réalité aujourd'hui, telle qu'elle est plus ou moins admise de façon consensuelle, c'est de dire que bon, ça doit être forcément une sorte d'hallucination, une forme d'accident cérébral dû à la circonstance dramatique, et que ça doit bien s'expliquer comme ça, parce que sortir de son corps et se percevoir de l'extérieur, ça n'est pas possible dans notre vision, dans la mesure où l'ensemble de nos processus cognitifs, perceptifs et de mémoire sont générés par le cerveau. Donc si le cerveau est en état de danger, voire en état de cessation d'activité, on ne peut plus rien percevoir, ni encore se souvenir de ce qu'on aurait perçu. Donc se voir du dessus, ça n'est pas possible. Pourtant, des dizaines de milliers de gens rapportent ce type d'expérience, et depuis maintenant quelques décennies, plutôt que de les balayer d'un verre de la main en disant tout ça ce sont des fadaises, ou alors ça va bien s'expliquer un jour, il y a des gens qui se sont sérieusement posé la question de savoir ce que ça voulait dire. Parce qu'en fait, la science n'avance pas en consolidant ses certitudes, elle avance en se confrontant aux anomalies. Et ça, c'est une anomalie. Donc quand on se confronte aux anomalies, on essaie de comprendre si un système plus élargi pourrait nous permettre de comprendre ces anomalies, et besoin d'enrichir notre vision de la réalité. Et en fait, c'est ce qui se passe avec les expériences de mort imminente, mais avec plein d'autres expériences qui mettent en jeu la conscience, qui mettent en jeu nos perceptions, qui mettent en jeu notre vision de la vie et de la mort. Et quand on commence à s'intéresser de façon ouverte, en suspendant nos croyances, parce qu'on a tous des croyances, qu'elles soient religieuses ou scientifiques, on s'aperçoit qu'il y a des questions qui demeurent sans réponse. Et en l'occurrence, les expériences de mort imminente aujourd'hui ne sont pas explicables par des processus cérébraux. Il y a quelque chose d'autre qui est en jeu, qui n'a pas de... Comment ça s'appelle ? Qui n'a pas de cadre théorique pour être expliqué, c'est bien là le problème, mais voilà, on peut soupçonner que peut-être la conscience n'est pas effectivement quelque chose qui soit fabriqué par le cerveau, comme la bile est sécrétée par le foie, et que peut-être que le cerveau intervient d'une façon différente dans la manifestation de cette conscience, et que peut-être, voilà, ce qu'ouvre comme questionnement aussi l'expérience de mort imminente, c'est peut-être que la conscience n'est pas réductible à l'existence vivante d'un corps humain et d'un cerveau, et qu'elle vient avant, et qu'elle se poursuit après. Et voilà, et quand on s'intéresse sérieusement, comme je l'ai fait en tant que journaliste, et je ne me sépare jamais de cette exigence de journaliste, on s'aperçoit qu'on n'a aucune preuve qu'il y a une vie après la mort, aucune preuve formelle scientifique, mais on n'a aucune preuve du contraire non plus. Et donc cette espèce d'incertitude, pour moi, est extrêmement excitante et permet justement de se poser des questions, permet d'aller rencontrer des scientifiques, des chercheurs qui se la sont posés et qui apportent non pas des réponses certaines, mais qui posent des nouvelles questions. Et voilà, donc les expériences extraordinaires qui se produisent comme ça de façon extrêmement répandue, mais assez discrète dans notre société qui ne les accepte pas, quand on leur laisse la parole, quand on laisse les témoins s'exprimer, on s'aperçoit que notre réalité est bien différente de celle qu'on imagine. Tu prêches à convaincu, pour moi ça concerne des millions et des millions de personnes de par le monde, il se passe énormément de choses, et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une information qui est véhiculée, mais juste une. Oui, parce que on vit en fait dans ce que Thomas Kuhn, qui était un philosophe des sciences, avait appelé un paradigme. On vit dans un paradigme. Un paradigme, c'est un système de pensée qui a été élaboré à la fois par la science, la culture, nos habitudes communes de vie. Et ce paradigme, on est dedans et il nous
il structure notre façon de voir la réalité et il structure cette réalité. Sauf qu'un paradigme, c'est constamment appelé à évoluer, mais nous, par je ne sais quelle disposition psychologique, on estime que notre société en fait, a figé une sorte de réalité et que toutes les petites choses nouvelles qui seront découvertes seront des micros-ajouts à cette réalité, mais qu'en fait la réalité, on n'y touche plus, elle est vraiment solide, elle est vraiment définitive. Or, c'est pas du tout ça. Et cette disposition psychologique, on peut l'observer en chacun de nous. Hein. On peut être, dans ceux qui regardent cette vidéo, il y a peut-être certaines personnes qui sont ouvertes sur telle ou telle chose, par exemple sur les ovnis, ou sur la vie après la mort, ou sur les perceptions extrasensorielles, la télépathie, mais est-ce que vous allez être ouvert sur telle autre chose? Il y a toujours une frontière dans notre capacité à entendre quelque chose de vraiment bizarre. Et ça, c'est une disposition humaine classique. Ouais, je suis d'accord. Ça m'amène justement à cette question du bonheur, parce que se poser pour moi, hein, cette question du bonheur, c'est réfléchir à plein de choses. C'est remettre en question justement la société, c'est remettre en question notre façon de penser, mettre en question l'amour, l'amitié, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses du bonheur? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question? Oui, j'y réfléchis beaucoup, parce que pour moi, le sens de ma vie est quelque chose qui a toujours été assez important à explorer, et plus encore après la mort de mon frère en 2001, où tout d'un coup, je vois quelqu'un qui m'est proche être mort, et me renvoie en miroir aussi le sens de ma vie. Une vie peut s'arrêter comme ça en un claquement de doigts, sur un accident. C'est arrivé à tout le monde, mais tout d'un coup, ça arrive dans ma vie. Ça arrive à mon frère, il faut que je l'annonce à mes parents. Donc tout ça me commande, plus encore que ça ne me commandait avant, de trouver un sens à ça. Et au-delà de trouver un sens, de trouver une cohérence à cette existence jour après jour. Et en ce qui me concerne, il y a toujours quelque chose pour moi qui a été absolument primordial. Je suis journaliste. J'ai commencé mon métier de journaliste en Afghanistan en 1988 en rejoignant un groupe de moudjahidines qui combattait l'occupation soviétique. J'ai tout de suite été plongé, très jeune, j'avais 19 ans, dans l'autre, le différent, un autre pays, un pays extrêmement pauvre, un pays en lutte contre un envahisseur. Ça m'a imprimé extrêmement tôt la réalité que notre monde, ça paraît très dur ce que je vais dire, mais pour moi c'est vraiment important, que notre monde est composé de différences, de choses différentes, de gens qui pensent différemment. Différemment, ça veut dire que parfois la façon dont ils pensent peut nous heurter, parce que c'est vraiment pas la façon dont nous pensons. Mais pourtant il faut l'intégrer, parce que cette logique, cette pensée a une logique et est respectable, où qu'elle soit, quelles que soient les religions, les cultures, dans la mesure où justement cette pensée ne devient pas toxique et dangereuse pour les autres, et qu'il y a un respect global et plus ou moins mutuel, il faut l'intégrer. Et ça, pour moi, la question du bonheur, elle doit s'inscrire là-dedans. Je pourrais te parler du bonheur, mais il faudrait que la façon dont on en parle puisse s'appliquer, bien sûr, à moi et à nous en France, dans notre pays riche, mais il faudrait que ça puisse aussi s'appliquer aux Irakiens aujourd'hui, aux Syriens, aux gens qui sont sous la domination de l'État islamique en Irak et en Syrie, et Dieu sait où, partout. Si pour moi une définition n'a pas cette vocation universelle, elle est caduque quelque part. Parce que je ne peux pas être heureux si des gens sont profondément malheureux à l'autre bout de la planète. C'est pas une sorte de disposition bouddhiste altruiste que j'ai, c'est la logique pure. C'est la logique pure, ça n'a aucun sens d'imaginer que tu puisses t'épanouir tout seul dans ton coin, et puis tu sors et tu vois quelqu'un dans la rue qui n'a pas à bouffer, qui vit dehors, qui a froid. Ouais, on est dans l'altruisme pur. Non, c'est parce que ça voudrait dire que je suis un mec bien. Non, c'est pas ça. C'est une disposition qui, à mon avis, une disposition naturelle et essentielle. C'est absurde de pouvoir considérer qu'on puisse être heureux et se préserver des souffrances du monde et des autres. C'est illogique. Je ne saurais pas exprimer pourquoi, mais c'est illogique. Et au bout d'un moment, ce malheur du monde qui nous entoure va nous rejoindre, va nous atteindre. Ouais, je vois. Donc, qu'est-ce que c'est que le bonheur? J'en sais rien. Gandhi disait soit le changement que tu veux voir dans le monde, parce qu'on n'en est pas proche. Si, je pense que cette phrase me parle, parce que souvent devant les grandes difficultés que représente notre période actuelle face au réchauffement climatique, les difficultés politiques, les difficultés, les guerres, etc., on se dit que tout ça nous dépasse et qu'on ne peut vraiment rien faire et que c'est désespérant. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que finalement,
si le sens de tout ça dépend de l'attitude de chaque individu. Et que le sens de la vie, en fait, se construit à l'intérieur de chaque individu en fonction de sa capacité à faire face à l'adversité. Est-ce que un problème à venir, supposé au réel, te prend ton énergie et te rend triste et te renferme sur toi en te disant oh, je n'y arriverai pas, je ne veux pas, ça c'est une attitude pessimiste, ou est-ce qu'un problème extérieur à venir ou supposé te fait te dire oui mais je ne veux pas en entendre parler, ça n'arrivera pas, moi ça va, je gagne bien ma vie, etc. Et ça c'est une sorte de position optimiste. Dans les deux cas, on est dans une espèce de dépendance face à l'avenir supposé au réel. Et moi, je préfère la position d'espérance, qui est une position plus de confiance dans l'évolution des rapports et de notre capacité à faire face à ce qui va advenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses qu'il y a un sens à la vie? Il y a quelqu'un qui a développé une théorie du sens qui s'appelle Viktor Frankl, qui était un psychiatre autrichien qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a perdu sa femme et ses enfants en déportation, et qui, au retour, a écrit un livre dans une espèce de fureur d'écriture, quelques mois après sa libération, qui s'appelle Un psychiatre déporté témoigne. Et ce livre m'a profondément marqué. Viktor Frankl a par la suite développé un concept qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le sens, que je serais bien en mal d'expliquer aujourd'hui. Mais ce qui m'a frappé dans son histoire personnelle, c'est que il a trouvé dans cet endroit de non-espérance et de non-sens absolu qu'étaient les camps de concentration, il a trouvé au fond de lui des raisons de vivre, des raisons de survivre. Elles n'étaient pas liées à l'espoir futur et hypothétique d'être libéré, parce que le futur dans un camp de concentration, tu peux le projeter au maximum à la soirée ou voire au lendemain en pensant avoir survécu. Mais de se projeter dans une hypothétique libération alors que tu n'es plus un être humain et que tu n'as que la mort comme perspective, c'est impossible de se projeter dans une libération. Donc la libération possible ne donne pas de sens à ta vie. Mais ce sens, il naît de quoi? Il naît de... C'est difficile parce que je n'ai pas vécu cette expérience-là, mais de ce que j'ai pu comprendre de son expérience, elle naît de sa capacité à vivre. À vivre. Le sens de la vie vient de la capacité à vivre. Je ne sais pas si c'est très clair, si j'ai réussi à partager ça. Mais pour le transposer à mon expérience, qui est, Dieu merci, 1000 fois moins dramatique que celle de Frankl et de ces millions de personnes qui ont vécu ces expériences de déportation, je suis aussi parfois choqué par ce que je peux observer sur notre planète. J'ai eu une expérience de différents conflits. Je sais ce que c'est que des gens qui se tuent les uns les autres pour des idées, je l'ai vu de mes yeux. Je vois aujourd'hui la continuation de cette haine et de ces folies absolues qui continuent à tuer des gens autour de nous, jusque sur notre terre. Donc on n'est même plus protégé, nous, par je ne sais quelle frontière psychologique. Donc ça pourrait me plonger dans un espèce de non-sens. Enfin, on vit sur une planète, dans une humanité qui ne semble pas avoir jamais compris les leçons, l'espèce de phrase plus jamais ça qui est resservie épisodiquement. C'est de la pure fiction, ça continue éternellement. Éternellement. Voilà, l'Holocauste a suivi un certain nombre d'autres massacres jusqu'au Rwanda. Aujourd'hui, on arrive avec une menace acéphale et bizarre qui est terrifiante. Certains disent que c'est voulu. Comment? Certains disent que c'est voulu. Qu'est-ce qui est voulu? Que c'est voulu, que la pauvreté est voulue, qu'il y ait des pays qui sont en conflit, c'est voulu, que ce soit dirigé par un certain nombre d'individus qui feraient en sorte que, voilà, on a décidé que tel pays, par exemple, je pense à l'Afrique, c'est quand même curieux. Hein. Oh, ça, j'y crois pas une seule seconde. Ah ouais, d'accord. Oh, non, je suis vraiment pas un fan des théories du complot. Non, c'est pour avoir travaillé sur des sujets sensibles comme les sujets drogue, terrorisme, etc., talibans, que je connais vraiment bien de l'intérieur. Vraiment, pour moi, les théories du complot sont dans leur immense majorité des constructions intellectuelles de gens qui ne sont pas confrontés à la réalité. Je pense que malheureusement, la colère des êtres humains, leur peur,
leurs travers psychologiques positifs comme négatifs suffisent largement à créer la situation qu'on voit sur notre planète aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de rajouter des espèces de bonhommes dans l'ombre qui tireraient des ficelles. Tout ça est pour moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais très franchement, j'y crois pas une seconde. C'est un peu caricaturé. Moi, je pensais plus au fait que, globalement, hein, moi, quand je regarde la société, ce que je vois, c'est que ça tourne autour de l'argent. Globalement, l'argent tire, fait tout avancer, fait tout reculer, toutes les décisions sont prises autour de l'argent. Et je reviens à cette question, je me demande pourquoi l'Afrique. Tu vois, pourquoi l'Afrique? Pourquoi c'est le seul continent, l'Afrique, qui est dans le caca? Pourquoi on laisse ce continent comme ça, alors que tous les autres, globalement, sont quand même plutôt florissants, entre guillemets, quoi. Il n'y a que l'Afrique. Alors, si toi, tu as un élément de réponse, ça m'intéresse. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Avant pardon de dire ça, mais avant de globaliser une situation à l'ensemble d'un continent, je pense qu'il faudrait avoir une étude sociologique, géopolitique, économique de chaque cas, parce que je pense que l'Afrique, c'est une multitude de choses extrêmement diverses. J'y étais il y a quelques semaines en Afrique de l'Ouest et je suis toujours gêné sur des généralisations un peu trop globales comme ça, parce que je pense que voilà, sur le continent africain, tu as des millions d'individus, d'énergie, de potentialités différentes, et que avoir une vision comme ça assez terrifiante de l'Afrique, il y a des challenges, il y a des choses qui sont alarmantes sur ce continent, mais il y a des choses qui sont alarmantes sur d'autres continents aussi, à d'autres niveaux. Mon habitude de journaliste m'a appris à essayer de formuler un questionnement et d'analyser une situation plutôt que d'essayer d'analyser ça de façon théorique et globale. Donc je ne peux pas répondre à ta question comme ça. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y aurait comme une ligne directrice, comme des outils, comme des techniques qui pourraient aider la population peut-être à être mieux, s'ils doivent être mieux, en tout cas peut-être à tendre vers quelque chose vers le bonheur, ou peut-être, tu vois, je sais pas, changer les choses s'ils estiment qu'ils sont pas bien, qu'ils sont malheureux. Est-ce que tu penses qu'il y a des techniques pour ça? Je pense qu'il faut distinguer deux choses dans la question du bonheur. Il y a, dans la façon dont on entend ce mot, il y a deux choses. Il y a à la fois la notion de très altruiste d'épanouissement de sa vie propre, qui passe par une sorte d'éthique, par une sorte de morale intérieure, par une sorte de prise en conscience de la souffrance qui est autour de nous et de sa façon à la fois d'y remédier et de ne pas se sentir non plus bouffé par cette souffrance. Ça, c'est une position qui est très, je dirais, éthique. Et puis après, tu as une autre notion du bonheur qui est peut-être souvent celle qui est entendue inconsciemment quand elle est en couverture des magazines ou quand elle est invoquée comme ça dans notre société, c'est le plaisir. Le bonheur, on l'associe au plaisir d'avoir un grand écran plasma, un boulot, pas de problème. Sauf que la vie, c'est pas avoir pas de problème. Les problèmes, c'est la vie. C'est le concept même de l'existence. Parce qu'on peut éventuellement se prémunir de tous les problèmes pendant, si on est bien né, si on a de la chance, si on a un bon boulot, si on est préservé de 1000 choses, alors ça veut dire beaucoup de si. On va éventuellement pouvoir vivre 10, 20, 30 ans préservé en disant que finalement tout est bon. Puis au bout d'un moment, on va avoir un problème de santé, on va avoir un autre truc qui va s'allumer, etc. Donc en fait, ces petits désagréments de santé vont devenir des gros accros à notre bonheur, qui n'est pas un bonheur, qui est une espèce de plaisir égoïste, et puis ça va se terminer par la mort, cette affaire-là. Donc comment intégrer cette espèce de plaisir, de consommation et de jouissance avec l'idée que dans 70, 80 ans, 90 ans, ben on meurt, et on meurt dans une espèce de désagrégation physique de notre corps. Donc pour moi, le bonheur, elle doit aussi s'inscrire dans cette durée-là. Et je pense que notre société aujourd'hui est complètement aveuglée par cette notion de plaisir. Et le plaisir, en fait, te fait refuser systématiquement la confrontation avec tout ce qui pourrait mettre en danger ce plaisir. Mais ce qui met en danger ce plaisir, c'est aussi ce qui te permet de te connaître toi-même, de te rencontrer dans l'adversité, de voir comment tu réagis, de voir quelle fierté tu peux ressentir à avoir bien agi face à telle ou telle situation. Il y a une étude qui avait été citée par Thierry Janssen dans son petit livre sur la psychologie positive qui m'avait frappé. Une étude psychologique qui avait consisté à demander à des gens, non pas directement comme ça,
dans quelle situation vous vous sentez le plus heureux, mais en utilisant un certain nombre de questions, pas biaisées, mais des questions détournées, voilà, pardon, chercher le mot, pour essayer qu'ils expriment le plus sincèrement possible où est-ce qu'ils étaient le plus heureux. Et ce qui ressortait de cette expérience, c'était que c'était au boulot. On pourrait dire, bah non, si je te demande consciemment, tu es le plus heureux où? Ou à moi, bah, je vais dire, bah, peut-être sur un bateau, sur une plage, au soleil, en train de rien faire. Bah, en fait, si je te fais remplir une centaine de questions qui vont amener à savoir quel est le moment où vraiment tu as été le plus satisfait de toi-même, le plus heureux, bah, c'est le moment où tu travailles. Le moment où tu te dépasses, le moment où tu dépasses des petits challenges. Et en fait, notre société nous a complètement fait perdre de vue que le bonheur, la satisfaction, la fierté de soi, elle vient peut-être justement de sa confrontation à ces petits challenges, des petits comme des gros. Donc, je suis personne pour donner des conseils, mais ce que j'applique dans ma vie personnelle, c'est d'essayer de ne jamais reculer trop longtemps un problème à régler, quel qu'il soit, une facture que je ne peux pas payer, n'importe quel problème, je prends les devants. Toujours prendre les devants. Pour des tout petits trucs comme pour des gros trucs. Prendre les devants, déjà ça permet de montrer qu'on a une attitude respectueuse et honnête et sincère face à quelque situation que ce soit. Ça permet en général que la solution arrive plus naturellement qu'elle ne serait arrivée si on s'était opposé en disant non, cette facture je ne la paierai pas, de toute façon je vais les avoir. Enfin je parle de ça, mais je peux parler de plein d'autres choses. Et puis au fond de soi, voilà, on est satisfait. On est satisfait. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, de ne jamais reculer le moment où il faut se confronter à un problème, parce que la vie, ça n'est qu'une succession de problèmes. Donc à nous de savoir si on veut être submergé par ces problèmes qui, de plus en plus petits, vont nous submerger de façon de plus en plus importante, ou si au contraire on veut les affronter, et progressivement les problèmes vont devenir de plus en plus anodins et vont participer au contraire de... Si on demande à l'extérieur de construire notre bonheur, ça risque de mal se passer. Notre bonheur doit naître à l'intérieur, face à notre façon de faire face à un monde qui n'est pas un monde de bonheur. Ah, c'est curieux, parce que tu viens de dire que tu vois la vie comme une succession de problèmes. Une succession de problèmes, une succession de choses positives. D'accord. Mais la vie n'est pas une succession de choses sans problème. C'est ça que je veux dire. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, les problèmes vont être de réussir à poster un courrier avant une heure précise, de trouver une place pour me garer quand j'arrive et pas être en rendez-vous. C'est des micro-problèmes. Mais si j'avais angoissé dès hier soir en disant oh là là, il faut que je parte 2 heures en avance parce que sinon je risque d'être en retard aujourd'hui et je ne vais pas trouver de place, ça aurait créé une micro-perturbation en moi. Bon, c'est dérisoire comme problème, mais... Cumuler peut-être que... Cumuler, ouais. Et puis avec des choses beaucoup plus importantes et graves, si j'avais le malheur d'être comme des millions de Français sans emploi et que je dois en chercher, ça crée une situation de fragilité, ça crée une situation où on est affaibli, où justement notre bonheur est impacté. Mais je crois qu'on peut construire ce bonheur aussi dans quelques situations qu'on soit. C'est ce qui m'a intéressé justement dans la réunion de plein d'expériences de vie dans le hors-série que nous avons publié avec Inexploré au mois de novembre 2014. J'ai voulu demander à des gens, et dont certains avaient traversé des situations absolument atroces, quelles étaient leurs notions de l'espérance, et indirectement du bonheur, l'espérance étant le ferment de ce bonheur. Et une des premières personnes que je vous ai interrogées, qui est en ouverture du hors-série, c'est un monsieur qui s'appelle Samuel Pizarre, qui est un des plus jeunes rescapés du camp d'Auschwitz. Il a été déporté alors qu'il avait 14 ans, et il a vécu 2 ans en déportation avant d'être libéré. Et après la libération, il a eu un parcours un peu chaotique dans les premières années qui ont suivi sa libération. Et aujourd'hui, c'est une personnalité extrêmement importante de la vie politique et sociale. C'était un grand avocat international. Il a été conseiller du président Kennedy. C'est quelqu'un qui a transformé cette ombre absolue dans laquelle il a vécu pendant quelques années en quelque chose de merveilleux. Et dans le numéro, il y a d'autres personnes qui témoignent aussi de parcours identiques. Donc, moi, je me souviens d'un autre livre qui m'avait marqué, c'est un livre de Primo Levi. Je suis très attaché à ces exemples de personnes qui ont traversé la déportation. Je pense que c'est le summum absolu du désespoir. Et je me souviens de ces pages où Primo Levi décrit ces moments d'appel où ils sont tous debout dans la cour
du camp de concentration avec une petite liquette pas bien épaisse dans l'hiver polonais. Il y a des vents terribles et ils sont là debout. Et ils ne doivent pas bouger. Et ceux qui bougent peuvent être abattus. Bah, je peux vous dire que ça, j'y pense très souvent quand j'ai froid en hiver à Paris et que j'ai une grosse doudoune et que j'ai des pulls. J'y pense très souvent. Pour moi, c'est vraiment important d'étalonner nos propres souffrances, nos propres inconforts, nos propres difficultés avec celles d'autres personnes, parce que ces autres personnes les ont traversées, ces difficultés, et on en est tous capables. Est-ce que c'est pas plus simple pour quelqu'un comme toi qui est amené à te balader un petit peu partout dans le monde, à rencontrer diverses personnes, d'avoir ce recul justement sur les choses? Tu penses pas que c'est plus simple pour quelqu'un qui est au cœur des choses, plutôt qu'une personne qui fait son travail quotidien tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle de mon expérience. C'est vrai que cette expérience, elle est nourrie des rencontres que j'ai faites, des voyages que j'ai faits, des situations auxquelles j'étais confronté. Et c'est vrai que de se replonger épisodiquement, physiquement dans d'autres parties du monde et de voir les difficultés, de voir la pauvreté qui peut y avoir encore dans des grandes parties de notre planète, de le voir physiquement et de le constater, ça aide à étalonner. C'est vrai qu'une personne qui n'aura jamais voyagé ou qui sera allée uniquement dans des endroits proches n'aura pas été confrontée physiquement. C'est vrai que moi, mes premiers voyages en Inde, il y a 25 ans, et en Asie du Sud-Est, ont été impactants. J'avais 20 ans, j'avais besoin de comprendre comment une telle différence de richesse et de confort pouvait exister sur notre planète, alors que nous sommes tous des êtres humains qui avons le même sang qui coule dans nos veines. Carrément. Et quelque part, c'est un peu le travail que tu fais avec Inexploré. Tu apportes une lumière auprès d'une population qui est désireuse d'informations et qui s'intéresse à des sujets qu'on ne traite pas dans d'autres magazines. Quelque part, tu le fais avec Inexploré. Oui, je le fais. Et je pense que ce qui est sous-jacent à Inexploré et au travail que je fais et que toute l'équipe de l'INRES fait, c'est que nos intervenants, les articles qu'on publie, ce que l'on essaie de faire passer comme idée, c'est cette idée qu'on est tous en capacité, non pas d'être bêtement heureux, mais de s'épanouir, quelle que soit notre situation. Il n'y a pas de situation désespérante, il n'y a pas de situation dans laquelle on est foutu, on ne peut rien faire. C'est notre confort qui nous habitue à ça. C'est notre confort qui nous habitue à l'idée qu'on devrait avoir droit à tout. On doit avoir droit de se faire rembourser nos médicaments. On doit avoir droit de ne pas débourser un centime quand on va à l'hôpital. Non, c'est une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Et en matière de spiritualité et de développement personnel intérieur, c'est la même chose. On attend d'une spiritualité qu'elle fasse tout pour nous. On attend d'un prof de yoga qui nous apprenne à méditer et hop, ça doit marcher comme ça instantanément. Non, c'est un risque quotidien, c'est une mise en danger quotidienne. La méditation, moi j'aime beaucoup ce qu'en dit Fabrice Midal, qui est un ami et qui est intervenu plusieurs fois à l'INRES, c'est une prise de risque quotidienne. La méditation ne doit pas servir à nous déstresser, ça n'est pas un outil utilitaire de notre société. La méditation, c'est une posture de mise en danger quotidien de soi face à soi. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de façon très très diverse à défendre au sein d'Inexploré et de l'INRES, c'est que dès lors qu'on prend le risque de se confronter à soi, on peut trouver des grandes richesses et des graines d'épanouissement. Il faut juste prendre le risque. Sortir de sa zone de confort quelque part. Exactement. Ouais. Parce que notre zone de confort, la vie va nous en sortir. Ouais, de toute façon. Donc autant le faire soi-même, comme ça on prend l'initiative. Je suis bien d'accord. Hein. Tu pratiques toi la méditation? Non, j'y arrive pas. Ah ouais. J'ai d'autres techniques. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une sorte d'exercice de Qigong qui sont. C'est une sorte de. Avec Serge? Serge Ogier? Oui. Ouais. Ah, il fait partie aussi des personnes. Ouais, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Oui, ça me correspond plus parce que c'est plus actif, mais encore une fois, là, c'est vraiment tout à fait personnel. Mais c'est à la fois physique et mon corps est impliqué, et c'est à la fois un moment aussi que je m'impose et que je prends au quotidien pour ne plus penser et être dans une forme de travail corporel. Donc ça me correspond plus à aujourd'hui dans le cheminement de vie que je suis.
que la méditation, mais la méditation, je suis mauvais en fait. Tu as été au Bhoutan? Non, Non? jamais. Tu sais que là-bas on mesure le produit intérieur du bonheur. Oui. Ouais. Ça t'a jamais traversé l'esprit d'aller voir ce qui s'y passe là-bas? Non, parce que on avait relayé cette information, Ouais. effectivement. Je connais bien les pays alentours. Je sais que le roi du Bhoutan a été très, 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 très actif à essayer de préserver son pays, justement, de ce qui s'était produit dans le pays d'à côté, au Népal, qui a été complètement cannibalisé par le tourisme et par le tourisme de masse, pollution et problèmes environnementaux. Donc je sais que par une politique extrêmement ferme et coercitive, le roi du Bhoutan réussit à préserver ça. Mais voilà, j'en sais pas plus. J'ai un bon ami qui voyage souvent, qui est amoureux de ce pays, mais je ne le connais pas. Tu as des personnes qui t'ont marqué. Tu citais les personnes qui ont traversé Auschwitz. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à travers les interviews que tu as pu réaliser? Est-ce qu'il y a vraiment une personne, plus qu'une autre par exemple, qui t'aurait marqué et qui t'a dit waouh? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, et c'est vrai que de façon quotidienne, dans le métier que je fais aujourd'hui, à m'occuper du magazine Inexploré et de l'INRES, c'est vrai que je suis confronté épisodiquement à des gens qui m'impressionnent beaucoup. On parlait du hors-série qu'on a publié à l'automne 2014, il y a plusieurs personnages qui m'ont fait pleurer en faisant leur interview, que je n'avais pas réalisé, que des journalistes de l'équipe ont réalisé. Récemment, dans le prochain numéro d'Inexploré, on publie une interview de Thich Nhat Hanh qui a été réalisée il y a quelques mois avant qu'il ne soit dans l'état de santé dans lequel il est aujourd'hui. Ça fait 2 fois qu'on publie une interview de lui dans Inexploré, je suis toujours vraiment impressionné de la simplicité de ses mots et de leur puissance. Mais au-delà de ça, il y a quand même un homme qui a compté pour moi, parce qu'il a vraiment été extrêmement décisif dans mon parcours de vie. C'est un psychiatre américain qui s'appelait John Mack, qui est décédé en 2004 et qui avait créé le département psychiatrie de l'école de médecine de Harvard, qui était professeur de psychiatrie à Harvard, qui avait eu un prix Pulitzer. Donc c'est quelqu'un qui avait un parcours professionnel assez exemplaire aux États-Unis et qui, au début des années 90, s'était intéressé aux gens qui disent être enlevés par des extraterrestres. Ce sujet est juste abracadabrantesque, comme dirait l'autre, mais le fait qu'un homme comme lui, avec un tel cursus et un tel parcours et une telle position sociale et intellectuelle s'intéresse à ce phénomène-là m'a beaucoup, beaucoup intrigué. Et en fait, cet homme est exemplaire dans la mesure où des circonstances de la vie lui ont fait s'intéresser à ce phénomène auquel la raison n'aurait jamais voulu qu'il s'intéresse. Il avait fait une biographie de Laurence Darby, enfin voyez, il était à des années-lumière de ce type de phénomène. Mais voilà, les circonstances de la vie ont fait qu'il s'y intéressait. Et après avoir travaillé avec ces différentes personnes faisant état de ce type d'expérience, dans un état de thérapeutique, c'est-à-dire un état de suspension des croyances. Le psychiatre, quand vous lui parlez, ne commence pas à essayer de juger toutes les 5 minutes, de savoir si vous dites la vérité ou pas. En revanche, il développe sa panoplie d'outils cliniques pour savoir si vous êtes fou, vous êtes en train de lui mentir, vous avez rêvé, etc., etc. Et voyant un patient, 2 patients, 10 patients, John Mack s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que cette expérience était absolument impossible et absolument abracadabrante, mais ces personnes en parlaient comme quelque chose qui leur était réellement arrivé, et John ne distinguait aucune explication qui aurait pu lui permettre de se dire que ces gens-là, en fait, inventaient d'une manière ou d'une autre. Et plutôt que de se dire bon, je comprends rien, je m'en fous, et hop, de passer à autre chose, ce qu'ont fait la plupart des gens, il s'est dit, il y a quelque chose qui est interloquant, là, quand même. Il y a quelque chose qui nous parle. Comment se fait-il que des gens me rapportent des expériences qui ont pour eux l'air si réelles, dont certains même souffrent de syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire le même syndrome de choc dont souffrent des anciens soldats qui reviennent d'Irak ou d'Afghanistan. Comment se fait-il que ces gens-là souffrent de tels syndromes? Comment se fait-il que je ne puisse pas identifier de source de pathologie X ou Y qui expliquerait ces expériences-là? Et il n'a pas trouvé de réponse. Mais à la différence de quasi-totalité de ses confrères ou des gens de notre société qui, ne trouvant pas de réponse, ne veulent plus entendre parler, il a posé ça sur la place publique. Il a publié l'étude clinique en 97, je crois,
aux États-Unis. Elle a pris des risques. Il a pris des risques, il a été attaqué par la commission à Harvard, qui a jugé non pas du phénomène lui-même, parce que ça on ne peut pas en juger, mais qui a essayé de juger de sa méthodologie. Il a été lavé de tout soupçon, mais il a quand même dû faire face à une sorte de cabale intellectuelle. Et pourquoi je parle de lui? Parce que cet homme-là, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2003, je l'ai vu à plusieurs reprises, et j'ai pu le côtoyer pendant une année, en fait, avant qu'il soit tué dans un accident de voiture. Et j'ai été profondément impressionné par son courage, et à la fois son courage intellectuel. Le courage de se dire, il y a là quelque chose que je ne peux pas expliquer, je vais dire que je ne peux pas l'expliquer. Et je vais dire que dans ce phénomène, il y a une chose qui nous interroge. Quand je l'ai rencontré, je n'ai pas trouvé à travers lui des réponses. Les extraterrestres sont là, ils enlèvent les gens, etc. Des scénarios abracadabrants ou je ne sais quoi. J'ai trouvé une question béante. J'ai trouvé la possibilité pour quelqu'un de rationnel, les pieds sur terre, de poser des questions. J'ai découvert qu'aucune question n'était interdite. Et John Mack est la personne qui m'a vraiment inspiré en créant l'INRES quelques années plus tard, dans l'envie de rassembler d'autres professionnels de santé autour de ces phénomènes extraordinaires. Parce que, voilà, devant un phénomène qui n'est malheureusement pas reproductible et qui ne peut pas passer au tamis de la science matérialiste telle qu'elle est développée aujourd'hui, pour être prouvé scientifiquement, quelque chose doit être reproduit et expérimenté, etc. Un enlèvement extraterrestre, une apparition d'OVNI, malheureusement, ne peut pas passer à travers ce filtre-là. Donc en fait, notre société dit, bon bah tant pis, on s'en fout, ça n'existe pas, voilà, on se débarrasse du truc. Sauf que moi, ça me convient pas, je trouve que ça irrespectueux, et puis je trouve pas ça très scientifique. Et John Mack, sans être un scientifique, mais en étant quand même un médecin, et en ayant quand même, en tant que psychiatre, des outils pour faire un travail d'exploration, a mis en valeur la valeur du témoignage. Et c'est pas parce qu'un témoignage est par essence subjectif qu'il n'a aucune valeur. C'est même par là qu'on peut explorer tout un pan gigantesque de notre réalité à travers la façon dont chaque être humain l'expérimente. L'amour est une expérience subjective. Pourtant, il est la base de notre société, de nos relations humaines. Et j'ai été subjugué par à la fois l'homme qui était John Mack, le courage que cet homme avait, et par les portes ouvertes les portes qu'il a ouvertes, pardon, dans le monde entier, et en France avec l'INRES qui l'a inspiré fortement. Donc tu t'es passionné, non, des phénomènes extraterrestres? Ben, ça a été ma porte d'entrée, effectivement. Ouais. Ça a été, après 14 ans de journalisme normal, les extraterrestres sont arrivés dans ma vie d'une façon un peu particulière que je raconte dans un de mes livres. Complètement par hasard, enfin, si on croit encore au hasard, mais ça j'ai appris à moins y croire maintenant. Tu prêchais convaincu. Et je me suis engouffré dans ce sujet-là avec grande peine, parce que je voulais le faire assez rationnellement, et je ne savais pas du tout au début comment le faire. Et puis finalement, j'ai saisi l'opportunité qui m'était offerte par France 2 de pouvoir travailler sur un documentaire et de le préparer sur le long terme, pour pendant plusieurs mois me consacrer exclusivement à l'étude du phénomène OVNI, et puis aussi de l'apparition de la vie dans l'univers. C'était le gros sujet du documentaire. Et je pensais très honnêtement que les ovnis, c'était pas grand-chose. Enfin, je ne voyais pas comment ça puisse être quelque chose de toute façon. Donc je me dis, je vais bosser un peu sur le sujet, puis je m'en débarrasserai. Et puis à ma grande surprise, j'ai découvert que c'était un sujet qui était consistant, sur lequel il y avait un nombre d'anneries phénoménal de publiés, mais aussi des gens extrêmement sérieux qui s'étaient penchés dessus, des chercheurs, des gens dont le parcours académique, scientifique, calait pas avec le côté farfelu du phénomène. Et en fait, il m'a suffi seulement de quelques mois vraiment sérieux et ouverts d'esprit pour m'apercevoir que ce phénomène était, encore une fois, pas du tout réductible à 3 charlatans et 2 guignols qui se sont trompés, mais que c'était un réel phénomène qui posait des questions, qu'un service du Centre national d'études spatiales était dédié à leur étude depuis 1977, qu'à travers le monde entier, des milliers et des milliers de gens s'intéressaient sérieusement et travaillaient sérieusement sur la question. Voilà. Et dans ce contexte-là, je découvre l'existence de John Mack, donc je découvre la phase 2 du truc, c'est-à-dire que non seulement le phénomène OVNI est une réalité, il n'est pas explicable par quelque moyen que ce soit, encore une fois, sur tous les cas rapportés par les témoins, il y en a une certaine proportion qui sont finalement explicables, il y a des confusions, il y a plein de choses naturelles, mais il reste une proportion non négligeable et importante de cas qui ne reçoivent aucune explication, mais qui pourtant décrivent un phénomène matériel, réel, qui a parfois laissé des traces sur des radars, qui a été observé par des gens en plein jour, qui a des vitesses de déplacement absolument inimaginables et impossibles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un peu long, mais voilà, globalement, le phénomène OVNI existe, il est réel,
il n'est pas expliqué. Et une de ses caractéristiques les plus déconcertantes, c'est que c'est un phénomène qui a un comportement parfois intelligent, qui réagit par rapport à l'observateur. Quand un avion essaie d'aller sur un objet observé, cet objet peut se déplacer. C'est arrivé. Des témoins en ont rapporté, j'en ai rencontré, j'en ai vu physiquement. Donc, voilà, enfin. Il se passe quelque chose. Il y a plein de gens Ouais. que je ne m'explique pas d'ailleurs comment, face à de telles accumulations d'évidence, on puisse se dire ouais, mais tout ça c'est des faits. Ouais, Je ne comprends pas. C'est une insulte à l'intelligence. Je regardais justement, c'était quand? C'était il y a 2 semaines, mais je crois que c'est une vidéo qui est vieille de moins 2-3 ans. L'ancien ministre de la Défense du Canada qui s'exprime sur un plateau télé et qui dit clairement que le phénomène existe, qu'on sera en contact avec eux, enfin il dit un paquet de choses, et j'ai été un peu abasourdi qui s'exprime aussi ouvertement sur un plateau télé. Je me dis peut-être que justement on arrive dans une ère où les choses vont peut-être se dire un peu plus, parce que j'ai le sentiment que ouais, qu'on veut pas trop en parler, ou que si on en parle, on pointe un peu du doigt comme voilà, un phénomène extraterrestre, d'alien tout vert, etc. Alors que c'est, à mon sens, sûrement une réalité, comme tu le dis. Ouais. Oui, mais il y a beaucoup d'amalgame en fait, et le problème c'est que c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Quand personne n'ose en parler, personne n'en parle, et du coup, les seuls qui en parlent, ce sont ceux qui ont le moins à perdre, et en général, ce sont les personnes les moins crédibles. C'est pas un jugement de valeur sur la qualité des témoins, c'est que face à un phénomène ovni, on a plutôt envie d'entendre parler un général de l'armée de l'air plutôt qu'un pompiste du fin fond du Wisconsin qui aurait été témoin d'un truc, mais qui boit un jour sur deux. Et malheureusement, c'est plus le pompiste qui va parler parce qu'il n'a rien à perdre plutôt que le général. Sauf que des généraux, il y en a qui parlent. J'en ai rencontré. J'ai publié en France un livre d'une journaliste américaine qui s'appelle Leslie Kean, qui est un livre qui est prodigieux parce qu'il fait vraiment l'inventaire et la présentation du phénomène tel qu'il est aujourd'hui à notre connaissance et accessible. Il y a un certain nombre de gens de très haut niveau qui collaborent à ce livre-là. Et voilà, donc je pense qu'il faut, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, prendre le risque de se confronter à quelque chose qui est inconnu. Et quand j'ai eu la chance d'avoir la vie qui m'a amené à réaliser ça, voilà, j'ai découvert que derrière le phénomène de vie, il y avait ce qu'on appelait un comportement intelligent. Ça m'a amené à faire la découverte du travail de John Mack et d'autres personnes sur ce phénomène des enlèvements extraterrestres. C'est la chose la plus abracadabrante et folle qu'on puisse imaginer, et pourtant elle ne s'explique pas. Et pourtant, non, c'est pas des rêves, non, c'est pas des gens qu'on confondu ou une espèce d'expérience psychologique ou je ne sais quoi. Non, ces gens-là parlent d'une expérience qu'ils ont réellement vécue. Et moi, en tant que journaliste, je me suis toujours arrêté là. C'est-à-dire que je ne peux pas aller au-delà. Déjà, c'est pas mon boulot d'avoir des idées. Mon boulot, c'est d'être neutre et de rendre compte ce que ces gens-là rapportent. Donc ça m'arrange, parce que si je devais avoir une idée sur ce phénomène, je serais bien mal. Et en général, ce que j'observe, et ce que j'observe depuis plusieurs années, dans le domaine de l'extraordinaire au sens large, quel qu'il soit, ceux qui ont les certitudes les plus ancrées, en général, je m'en méfie. J'ai plus de respect et de confiance à entendre les gens qui sont dans un questionnement sincère, quel que soit leur sujet, face à la mort, à la vie après la mort, face à la question des ovnis, face à la question des esprits, je ne sais quoi. Je m'aperçois que ces sujets-là sont tous réels. Simplement, ils dessinent une réalité qui est difficilement concevable pour nous. Au même titre que la réalité sous-jacente à la physique quantique est difficilement concevable. On ne peut pas concevoir que deux objets séparés par des millions de kilomètres puissent être liés d'une manière ou d'une autre. C'est pas concevable. Et même en dehors du temps. Donc, les bouleversements que la physique quantique apporte à notre conception de la réalité, du temps et de l'espace sont inconnaissables pour nous. C'est pour ça que d'ailleurs les physiciens et les mathématiciens ne réussissent à explorer ces notions-là qu'avec des équations, avec de la mathématique. Il y a quelques philosophes qui s'aventurent un petit peu dans le domaine de la physique quantique. Il y a un monsieur qui s'appelle Bernard d'Espagna, qui est à la fois physicien et à la fois philosophe, qui fait un travail de réflexion mais absolument extraordinaire sur les concepts de la physique quantique. Mais voilà, et sur nos sujets, quand je rencontre un chaman qui me parle des esprits, quand je rencontre quelqu'un qui est sorti de son corps pendant une expérience de mort imminente, quand je rencontre quelqu'un qui communique avec des morts parce qu'il est médium, quand je rencontre quelqu'un qui dit avoir été enlevé par des extraterrestres, il y a des choses qui sont familières, c'est-à-dire qui
où on pourrait s'imaginer, je peux imaginer ce que c'est que de voir un petit bonhomme entrer dans la pièce, je peux imaginer ce que c'est que d'être au-dessus de mon corps et de me voir, je peux imaginer ce que c'est que de voir une personne défunte apparaître ou l'entendre dans ma tête. Sauf que pour cette part avec laquelle on peut s'identifier, il y en a une autre qu'on oublie un peu trop souvent, avec laquelle on n'arrive pas à s'identifier, et que les témoins ont le plus grand mal à expliquer. C'est quelque chose, enfin tous les livres sur l'expérience de mort imminente, tous les témoins vous disent « je ne peux pas vous raconter ». Ils passent un livre entier à vous dire « je peux difficilement vous décrire ce que j'ai vécu ». Donc, dans cette partie justement qui n'est pas descriptive, que les témoins ne peuvent pas partager, c'est là, je pense, où réside le profond mystère et la profonde difficulté qu'on a à accepter ces autres réalités. Et je me souviens d'un jeune garçon qui avait été un des assistants de John Mack, qui vivait lui-même ce type d'expérience. Il m'a dit, vous savez, quand ces êtres arrivent, quand une expérience d'enlèvement commence et que ces êtres arrivent dans notre espace, c'est comme si deux réalités se rencontraient. Elles ne vont pas pouvoir rester ensemble très longtemps. Je vais être pris et je vais être emmené dans leur réalité, mais les deux réalités ne peuvent pas être ensemble en même temps. Et il me dit, c'est pas comme une chose qui arrive dans la pièce. C'est pas comme si tout d'un coup un bonhomme rentrait dans la pièce. C'est tout l'environnement qui est affecté, mon corps qui est affecté, tout. Donc, je ne sais plus pourquoi on était parti sur cette direction, mais au final, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'être extrêmement modeste face à ces expériences, de savoir les écouter, de savoir la fermer, de ne pas immédiatement, dès que quelqu'un vous raconte un truc bizarre, vous dire « Ah ouais, ça me rappelle que ça... » Non, taisez-vous, écoutez, laissez la personne s'exprimer jusqu'au bout, déjà ça va lui faire du bien. Dites-lui éventuellement « Ah oui, c'est marrant, mais j'ai entendu d'autres personnes nous raconter les mêmes histoires. » Enfin, si ça vous est vraiment arrivé, moi ça m'est arrivé beaucoup. Et voilà. Enfin, En t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a un message intrinsèque que tu véhicules, c'est « ouvrez-vous ». Tu vois ? oui. Ouvrez-vous, c'est-à-dire, quelque part, c'est aussi se rapprocher du bonheur, à mon sens, que d'ouvrir son esprit et de se dire, ok, il y a un champ des possibles, pourquoi pas. Et plus on est ouvert, moins on aura de mauvaises surprises, et de surprises en général. Ouais, en même temps que tu me posais la question, je voulais dire quelque chose, mais tout d'un coup c'est parti. Ça va peut-être revenir. Ouais, c'est parti, désolé. Ça reviendra sûrement. Oui. Est-ce qu'il y a une citation qui t'habite souvent, que tu as chez toi, par exemple, qui est comme une espèce de leitmotiv, ou qui repense souvent? Moi, Gandhi, elle me plaît beaucoup, cette citation, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Je trouve que c'est une vérité vraiment absolue. C'est pas une citation, c'est une petite phrase que j'ai imprimée, et encore une fois, ça se rapporte à la Seconde Guerre mondiale. Je dois être assez focalisé là-dessus, pardon, mais c'est une histoire. Alors, je pense qu'elle est véridique, mais je n'ai pas pu la vérifier. Elle est rapportée par Guy Ritchie, qui est un médecin psychiatre, qui est un des premiers à avoir vécu une expérience de mort imminente. Il a vécu une expérience de mort imminente pendant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et son livre a été publié juste après que Raymond Moody ait publié son premier livre sur l'expérience de mort imminente. Et Guy Ritchie raconte dans son petit livre son expérience de mort imminente, et puis après il raconte qu'il fait partie des troupes américaines qui débarquent en France et qui libèrent la France et puis l'Allemagne. Et il y a une petite séquence où il est dans un des camps de concentration, je ne sais plus lequel, et ils doivent gérer voilà, les survivants qui sont là, et ils ont besoin, pour essayer de travailler dans cette situation où il y a beaucoup de nationalités différentes, ils ont besoin de trouver un traducteur. Et il y a un petit bonhomme qui fait partie des survivants qui se présente et qui leur dit je peux vous aider parce qu'il parle polonais, hongrois, russe, français. Et ce type les aide, et Guy Ritchie raconte que ce type est assez impressionnant parce qu'il est tout le temps, il a l'air très cultivé, mais il est extrêmement disponible, tout le temps effacé, il rend service. Et à un moment, intrigué par le personnage, Guy Ritchie lui demande de lui raconter son histoire. Et le type lui dit, bah écoutez, j'étais avocat, je suis polonais, j'étais dans le ghetto, je me demande si c'est pas le ghetto de Varsovie, et au moment de la liquidation du ghetto, on a été descendu de notre immeuble avec toute ma famille, et là, je ne sais pour quelle raison, les Allemands ont tué tout le monde, devant moi, ma femme, mes enfants, toute ma famille, et moi, ils m'ont laissé vivant, parce qu'ils avaient besoin de moi pour
je ne sais plus quoi. Et ce type dit, à cette seconde-là, il a fallu que je décide. La vie m'imposait de décider. Est-ce que je haïs ces Allemands qui viennent de tuer tout le monde? Mais si je fais ça, je vais être prisonnier de cette haine toute ma vie. Et à l'inverse, ce type dit, à cette seconde-là, j'ai fait le serment d'aimer toute personne qui se présenterait devant moi, quelles que soient les circonstances. Quand j'ai lu ça, moi, ça m'a saisi. J'ai essayé de retrouver la trace de ce type-là. Malheureusement, Guy Ritchie est décédé. Ce témoin, éventuellement, est décédé aussi. J'ai essayé de faire une enquête, je n'ai pas poussé énormément, mais j'ai essayé de voir si cette histoire était réelle. Je ne vois pas pourquoi cette histoire serait fausse. Ce type racontait son expérience de mort imminente et son expérience de soldat. Mais voilà, cette histoire m'a vraiment profondément marqué. Et je pense qu'elle résume de façon, si elle est réelle, mais même si elle n'est pas réelle, elle résume de façon poétique le choix qui nous est demandé à chacun de nous. Face aux petits et gros problèmes de l'existence, qu'est-ce que l'on décide? Tout de suite. Pas plus tard, pas quand ça ira mieux, pas quand il fera froid, pas quand il fera chaud. Tout de suite, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on décide d'être en colère et en rébellion contre ces méchants qui nous font du mal, ou cette méchante adversité, etc. Ou est-ce qu'on décide soi-même de se dire rien ne m'atteindra, et je ne veux dégager que de l'amour. Et je pense que aujourd'hui, depuis ce début d'année 2015, les circonstances internationales nous posent très sérieusement cette question-là. Est-ce qu'on veut se mettre à haïr les méchants, ou à se dire que c'est peut-être pas si simple que ça? Merci Stéphane. Merci à toi.